Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief du Grand Prix d'Austin, faire le débrief de cette course, revenir sur les éléments importants. On parlera notamment de sécurité. On reviendra sur le bilan des Bleus, sur les tops et flops. On fera bien entendu un point sur le classement du championnat du monde. Et ça commence à être important, ce point sur le classement du championnat du monde, parce qu'on sent qu'on est... dans le money time, terme bien américain, en passant. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on va commencer tout de suite par ce Grand Prix avec les problèmes de sécurité. Énormément de problèmes de sécurité ce week-end avec une piste qui n'a pas été retravaillée depuis maintenant plusieurs années. Que ça soit en F1 ou en moto, on se plaint des bosses et rien ne change. Alors les bosses des bosses et des nids de poules qui sont provoqués en fait par le fait que le circuit était construit sur un terrain meuble. On va dire que ça c'était une bonne idée à la con, mais c'est pas vraiment une excuse pour moi parce que le Grand Prix de Chine, le circuit de Shanghai est sur pilotis et on n'a jamais eu ces problèmes de bosses aussi importantes sur le circuit de Shanghai. Là, c'est vraiment inconduisible. Je me dis que là, on a eu des problèmes avec la MotoGP. La F1, c'est dans quelques semaines que la F1 va se rendre sur ce circuit. Ça sera le 24 octobre, là précisément le Grand Prix. Ça va être une catastrophe. Également pour les Formule 1, parce que les Formule 1 ne sont pas faits pour rouler extrêmement souple en suspension. Là, c'est la seule solution. C'est la seule solution. On a vu en MotoGP des motos qui avaient un comportement pas habituel. Je pense à des fourches vraiment qui s'enfonçaient sur certaines phases de freinage. Il y a certains pilotes qui ne s'en sont pas bien sortis. On reviendra notamment sur Alex Espargaro, mais de toute manière, il va falloir faire quelque chose. C'est très 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 dangereux cette piste. On peut pas continuer comme ça sur ces problèmes de sécurité. Où j'ai l'impression que aux États-Unis, en plus, c'est pas la première fois qu'on a un circuit avec des soucis de ce type. Je pense notamment à Indianapolis, qui était également dans un état déplorable à l'époque. Ceux qui se souviennent d'avoir connu des courses à Indianapolis, notamment l'année où il y a eu la chute de Casey Stoner, la piste, le midfield, c'est-à-dire la piste intérieure de l'anneau, était dans un état catastrophique à l'époque de la moto. Là, c'est encore pire peut-être, encore pire, parce que le circuit est plus technique. Indianapolis, le circuit est assez lent. Là, on a des courbes à très haute vitesse quand même à Austin. Et là, c'est impossible de piloter parfaitement. Et on l'a vu, ça nuit, je pense, également au spectacle en course. Il y a également un truc qui m'a chagriné quand même ce week-end, c'est que voir le désaccord au niveau de la sécurité entre les différents pilotes, entre notamment Jack Miller et des pilotes comme Quartararo ou même Alex Espargaro, de voir énormément de désaccords entre les pilotes. Et ça ne va pas aider à améliorer la sécurité parce que on sait dans les sports mécaniques que la sécurité, l'amélioration de la sécurité, ça vient en premier lieu. Enfin, que les pilotes ont une part importante là-dedans. En MotoGP, en F1, quand les pilotes ont des idées différentes, on n'avance pas pour proposer un programme clair pour améliorer la sécurité en Formule 1. Je pense à la F1 parce que je pense à la période avant Senna, avant l'accident de Senna, où pendant 4-5 ans, on a eu énormément de problèmes à s'entendre, notamment entre la vision d'Alain Prost, qui était plutôt une vision sécuritaire, et la vision d'Ayrton Senna, qui était plutôt une vision de tout va bien, et le danger fait partie du spectacle et de la discipline. Le danger fait partie de la discipline, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour lutter contre ce danger et contre la sécurité, et je pense notamment à d'autres périodes en Formule 1 où les pilotes avaient beaucoup de mal à s'entendre, surtout l'aspect sécuritaire, et souvent ça s'est fini par un drame à la fin pour que les pilotes s'entendent. En moto, il y a souvent eu des soucis pour que les pilotes s'entendent. Je pense notamment, on a rarement eu quand même des grèves de pilotes. La seule fois, je crois que c'est Nogaro. Peu de pilotes se sont plaints de certains circuits, à part le Nürburgring et le Hockenheim aussi, les Grands Prix en Yougoslavie où à la fin plus personne voulait y aller.
mais c'est pas arrivé tant que ça en moto. Et là, on a vu des dissensions assez fortes, quoi. Quand Miller dit tout se passe bien, il faut faire avec les boss. De l'autre côté, t'as Quartararo qui dit c'est intolérable. T'as quand même un pilote qui a voulu ne pas participer à la course, Alex Espargaro. On a quand même des visions très différentes. Et on a vu que. Et je pense notamment à Petrucci qui a été assez vindicatif, notamment sur la commission sécurité. Il a dit, grosso modo, on s'est pointé, ça n'a servi à rien le samedi. Et Rossi, je crois, est un petit peu dans cette même idée-là. Alors après, Rossi, c'est pas Rossi de faire le boulot aujourd'hui, étant donné que Rossi, il va se barrer dans quelques temps. Je pense que c'est à d'autres pilotes maintenant de prendre en main ce débat-là, ce travail-là, et notamment aux jeunes pilotes. Je pense à Fabio Quartararo, mais on peut penser également à Johann Zarco, qui doivent s'exprimer vraiment sur ce sujet de la sécurité. Et puis en parlant de la sécurité, on a eu encore un miracle en Moto 3 quand même, avec cet accident dans la ligne droite qui est effroyable. Il va falloir faire quelque chose au niveau de certains pilotes qui sont trop agressifs. Et surtout, que faire dans les courses en peloton? On a vu, cette année on a eu des drames. Je pense notamment au championnat d'Europe, on a eu un mort. Je pense notamment en Superbike, on a le cousin de Vignales qui est mort. Je pense également à Jason Dupasquier. On s'aperçoit que maintenant les morts en moto, c'est souvent des pilotes qui se font percuter par d'autres. Il va falloir réfléchir à ces petites catégories, désormais. Est-ce que, je pense notamment en Superbike, en Superbike, en Super 300 là, en 300 cm3 du côté du championnat Superbike, est-ce qu'il ne faut pas limiter le nombre de motos au départ? Est-ce que 40 motos en course, c'est pas trop au bout d'un moment en termes de sécurité? Du côté de la Moto 3, peut-être travailler énormément sur le comportement des pilotes. Tout le monde n'est pas mature à 15 ans, ou à 16 ans, ou à 17 ans. Et des pilotes qui même ne seront jamais matures. Mais quand je vois le comportement de certains pilotes, moi cette année, je fais pas la Moto 3 par manque de temps, mais vu les accidents qu'on a eu en cours, je me dis, ça m'a peut-être permis de voir d'éviter de voir des catastrophes, parce qu'on a eu des... Là, c'est un miracle. Et le problème, c'est que quand je dis miracle, c'est pas bon signe. Ça me rappelle, parce que souvent, il y a 2, 3, 4 miracles, et puis ensuite, il y a un mort. Je pense notamment en F1. Il y a eu pas mal de miracles avant la mort d'Ayrton Senna. Voilà. Et de Ratzenberger. C'est pas bon. Donc, il faut énormément travailler sur la sécurité. Là, je pense notamment aux glissières de sécurité sur ce circuit d'Austin, dans la ligne droite, qui était un peu dangereuse, un peu sèche, au niveau de l'arrêt du choc. Et puis surtout de l'agressivité des pilotes. Je pense qu'il va falloir également qu'au briefing des pilotes, ça soit beaucoup plus costaud. Et puis peut-être au niveau des sanctions aussi. Là, il y a eu 2 grands prix. Bon. Mais il va peut-être falloir être plus sévère dans cette catégorie-là, Moto 3. Parce qu'on voit quand même des gestes qui sont intolérables. Et je pense notamment aussi, il n'y a pas qu'en Moto 3, en MotoGP, le geste, c'est Mir, je crois. Face à Miller, c'est pas normal non plus. Cette action, c'est pas digne d'un pilote champion du monde, très clairement. J'ai été très déçu de cet élément. On passe à la note du Grand Prix. C'est la moins bonne, je crois, depuis le début d'année, 7 sur 20. Tout simplement parce qu'il ne s'est rien passé en course. En qualif, c'était... En fait, comme il y a tellement de boss, tu sens que les pilotes sont pas à l'aise, tu sens que les pilotes se donnent pas à 100%. Regarde, c'est Marquez qui s'impose. Marquez, il est pas encore à 100%. Mais il aime les conditions difficiles. Mais on voit que physiquement, il a tenu tout le Grand Prix tranquillement parce que les mecs pouvaient pas freiner à fond, ils pouvaient pas accélérer à fond. C'est pas normal sur une piste. De pas pouvoir rouler à 100%, en qualification, c'est pas normal. Et en course, il y a eu très peu de dépassements, il y a eu très peu d'actions au final en course. Alors, je crois qu'il y a eu un peu de dépassement en deuxième moitié de tableau, mais bon, devant, la hiérarchie s'est faite assez naturellement.
On peut dire le dernier tour, mais bon, la tentative des dépassements du Admire, elle est juste inacceptable. Puis voilà quoi. Moi, j'ai pas pris de plaisir en regardant ce Grand Prix, je peux très clairement vous le dire. Je l'ai regardé après Paris-Roubaix homme. J'ai regardé ça lundi. J'ai pris aucun plaisir à regarder la course. Hein. Et pourtant, c'est pas la première fois que je regarde des Grands Prix le lendemain ou le soir. On va dire pas en direct. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait assez même régulièrement cette année. Là, j'ai pris vraiment aucun plaisir. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté des Bleus, c'est mi-figue, mi-raisin. On a un Fabio Quartararo où tout va bien, et puis un Johann Zarco qui est encore tombé. Je commence avec Fabio Quartararo. C'était un week-end piège pour un leader de championnat du monde, très clairement ici à Austin. Déjà un circuit où la Yam a quand même un déficit énorme dans la ligne droite, qui est très très longue. Deuxièmement, c'était un Grand Prix à risque parce qu'il pouvait y avoir énormément de possibilités de chute. Et il aurait pu se blesser, Fabio. Au final, il prend des points d'avance au championnat du monde. Il récupère des points au championnat du monde face à Banaya. Il finit deuxième face à Marc Marquez, qui ne joue plus le championnat depuis très longtemps, qui était intouchable. On a bien vu, hein, il n'a pas tenté d'aller chercher Marc Marquez. Il a fait sa course dans son coin, puis voilà. Il a vu qu'il avait pris un bon départ après le premier tour, voilà, il s'est calé sur un rythme. Je dirais pas tranquille le coude à la portière, mais il n'a pas pris de risque, Fabio. Il n'a pas pris de risque et c'était ce qu'il fallait faire parce que, vu la dangerosité de ce circuit, voilà, il fallait juste faire son Grand Prix et finir, marquer des points. Il finit devant Banaya, super. Voilà, il marque ses points. Il a maintenant un petit pécule d'avance. Je rappelle toujours ces 2 courses d'avance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il stresse. Autant l'année dernière, je vous avais dit en conférence de presse, souvent on le voyait, il était quand même bien stressé et tu sentais que la situation lui échappait. Autant là, il est très serein. Et comme l'a dit Johann Zarco en passant, il va pas faire 2 fois la même erreur. Hein. Je pense qu'il a fait la gestion du championnat l'année dernière a été assez mauvaise. Je pense que Yamaha aussi ne fait pas la même erreur 2 fois non plus. Ils savent qu'ils peuvent jouer le titre. Voilà, Quartararo ça va pas être facile pour Banaya parce que Banaya maintenant forcément il doit gagner. Voilà, c'est presque la seule solution et il doit attendre des faux pas de Fabio Quartararo. Il n'a plus la situation entre ses mains. Il l'avait déjà pas avant cette course, mais il l'a encore moins après ce Grand Prix. Je continue avec Johann Zarco, opéré, je rappelle, hein, pendant les 2 Grands Prix, entre les 2 Grands Prix d'un syndrome d'éloge. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le syndrome d'éloge, je le rappelle, c'est quand le muscle au niveau des avant-bras prend plus de place, quand un muscle prend plus de place, trop de place, on va dire, dans le corps humain, plus que ce qui était prévu à la base. Et ce qui fait qu'il compresse les vaisseaux sanguins et que, grosso modo, vous avez des fourmis, vous avez un problème de circulation sanguine, ça se traduit par des fourmillements au niveau des mains, au niveau des jambes, ça peut arriver également au niveau des jambes, c'est un peu plus rare, ça peut arriver. C'est une compression, voilà, le muscle compresse grosso modo les vaisseaux et Johann Zarco a eu ce problème-là. Alors tout n'est pas à jeter sur ce week-end, malgré le fait qu'il soit tombé en course, c'est vrai, c'est encore un résultat blanc, il est enquille, ça fait 6 courses que c'est très compliqué pour Johann Zarco. Il y a quand même un peu de mieux, les essais se sont bien passés. Donc c'est un peu mieux de ce côté-là, on le sentait un poil plus à l'aise sur la machine. Après, le problème c'est que c'était un week-end où on attendait beaucoup de lui et ça arrivait sur la mauvaise piste. Ça arrivait sur une piste où tout le monde pouvait tomber, très clairement. C'est tombé sur Johann Zarco, pas de chance pour lui parce qu'en plus Jorge Martin termine la course. C'est vrai que entre les deux, l'écart au championnat se réduit et puis même Johann, hein, maintenant il est 5e au championnat. Il reste encore 3 grands prix. Bon, il fera pas mieux que 4. Il aurait bien voulu faire le podium au championnat du monde, donc je pense qu'il sera déçu, Johann Zarco, par ce résultat. Et puis quand vous voyez, hein, depuis l'Autriche, c'est compliqué. Hein. Thierry, il avait fait 6e. Bon.
Abandon sur le Grand Prix d'Autriche, 11e à Silverstone, 17e en Aragon, 12e à Saint-Marin, là abandon par rapport à son début de saison. Il n'a pas fait de podium depuis la Catalogne. Et son dernier top 5, ça date du Grand Prix des Pays-Bas à Assen. C'est vrai que cette deuxième partie de saison est vraiment compliquée pour Johann Zarco. Mais voilà, s'il y a eu un début de syndrome d'éloge, ça peut se comprendre aussi. Ça montre que la Ducati est encore une machine compliquée à piloter. Et puis, c'est vrai que quand on a un début de syndrome d'éloge, faire 1000 km de road trip, c'était peut-être pas l'idée du siècle du côté de Aragon. Je me répète encore une fois. On passe tout de suite aux coureurs au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Marc Marquez, le pilote espagnol. Tout simplement, week-end super. Marc Marquez, on s'aperçoit comme que cette année, il s'est imposé. Il a été performant sur 3 pistes qui lui conviennent parfaitement. Je pense notamment aux Sachsenring. C'est sur ces pistes-là où il a été très bon aux Sachsenring, il a été très bon à Aragon, il a été très bon au Grand Prix des Amériques. Tout simplement, 3 pistes également où il a toujours été très performant. Voilà. Cette année, il est à l'aise sur les pistes où il a archi-dominé les années précédentes. Il domine quand même un peu moins. C'était des pistes où il pouvait gagner avec 10 secondes d'avance. Il a perdu qu'une fois à Austin. C'était l'année où en plus chez Honda on avait eu énormément de problèmes techniques. Et puis Sachsenring, il s'est toujours imposé en Allemagne. Voilà. Aujourd'hui, le souci de Marc Marquez, c'est sur les autres pistes. Mais il faut qu'il récupère physiquement également au niveau de son bras. Ça sera vraiment prépondérant pour lui. Il remonte quand même à la 7e place au classement pilote. Surtout, du côté de Marc Marquez, c'est des points importants pour Honda. Honda qui est quand même un petit peu en difficulté au niveau du classement constructeur, au niveau du classement par équipe. Et puis, il redit à Paul Espargaro, rappelle-toi que je suis le boss dans l'équipe. Voilà. Ça permet de rappeler qui est le boss, parce que malgré le fait que Marc Marquez n'ait pas couru les 2 premières courses de la saison, qu'il a abandonné quand même 4 fois, Marc Marquez est quand même largement devant Paul Espargaro, qui pourtant a fait toutes les courses du championnat et n'a abandonné que 2 fois Paul Espargaro. Ça montre le delta de performance entre les 2 pilotes. Il y a 117, 70, oui, il y a quasiment 50 points d'écart entre les deux. Ça fait beaucoup. Alors, Paul Espargaro ne fait pas une grande année, mais de l'autre côté, vous avez un super Marc Marquez quand même, à certains moments de l'année. Ce qui lui manque cette année, c'est de la constance, c'est de la régularité. Arrivera-t-il à retrouver, on va dire, la régularité, Marc Marquez? Ça, je ne sais point. Je poursuis avec les pilotes au top et on passe à Bastianini. Bastianini, il marche sur l'eau quand même depuis quelques courses. 6e, là encore, très bonne fin de course, très grosse remontée parce qu'il était qualifié beaucoup plus loin. Que je me rappelle, Bastianini était qualifié, 16e, il n'avait pas fait des qualifs exceptionnels. Bastianini il était même derrière Luca Marini qui avait fait une belle séance. En course, il a été très très fort, où il a réussi à mettre du rythme. Et puis, encore une fois, face à Luca Marini, l'écart de performance il est là. Marini lui finit 14 du Grand Prix face à Bastianini qui fait 6. Il comprend totalement sa machine, et puis je pense qu'il s'entend très très bien avec l'équipe technique, avec également la direction d'Avintia. Il est vraiment impressionnant. J'espère que Ducati a compris qu'ils tiennent peut-être une belle pépite, surtout quand on voit le niveau de performance de Jack Miller depuis quelques courses, quand on voit l'état d'esprit aussi de Jack Miller. On se dit, Bastianini, c'est peut-être un pilote vraiment bien pour un team officiel, et puis 2 Italiens chez Ducati, ça aurait de la gueule quand même, on va pas se mentir. Après, il y a aussi Jorge Martin dans cette équipe Ducati. Il y a un peu du monde au balcon, ils ont énormément de talent.
Et à un moment, ça va, je pense, poser problème. Ils devront relâcher peut-être 1 ou 2 pilotes du côté de chez Ducati parce que ça sera un peu compliqué à gérer avec avec tout simplement le nombre de pilotes officiels qu'ils ont, et peut-être que Honda voudra récupérer un Jorge Martin à un moment, avoir un Jorge Martin, ou peut-être même du côté de chez KTM, même si chez KTM aussi on va commencer à accumuler les talents précoces. Donc Bastianini, encore une fois, au-dessus du lot, il marche sur l'eau, vraiment en ce moment, le pilote italien. Il a compris comment marchait sa machine, quoi, tout simplement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est vraiment très impressionnant. On poursuit avec Alex Rins, un peu de retour, quoi, ce week-end, Alex Rins. J'ai été assez critique cette année avec Alex Rins. Là, on parlait de Marc Marquez, mais du côté d'Alex Rins, il y a un manque de constance également cette saison pour le pilote espagnol, assez largement. Mais là, il finit devant Joan Mir. En plus, Joan Mir a fait une erreur d'appréciation assez forte. Et puis, malgré un week-end où Suzuki n'était pas fantastique, où la moto n'était pas incroyable. Après, ils ont rarement été au-dessus du lot. Suzuki aux États-Unis, je n'ai pas souvenir qu'ils aient été fantastiques à Austin. Puis ils ont des soucis d'électronique. Alors là, peut-être qu'ils ont eu un peu moins de problèmes avec le fait qu'il y avait beaucoup de boss. La moto est quand même techniquement une moto assez facile d'utilisation. Oui, ça reste un bon week-end, je dirais, pour Alex Rins. C'est que la 3e fois cette année qu'il est dans le top 5. Donc ça montre quand même un bon niveau de performance. Et puis il avait du rythme ce week-end. Il avait du rythme en qualif, il avait du rythme en course. Donc ça fait du bien de revoir Alex Rins. Et puis surtout de voir un Alex Rins qui ne tombe pas. C'est vrai que cette année, ça a été quand même son gros problème, que ça soit en course ou lors des séances d'essai. Et puis rapidement, je termine avec Dovizioso. Premier point pour Dovizioso de la saison. Le pilote italien, qui finit 15e. Alors, on sent qui finit même 13e, pardon, les premiers points. Même Andrea Dovizioso, je fais une bêtise. Juste derrière Alex Marquez, il avait un bon rythme. Devant Valentino Rossi aussi. Et chez Petronas, ça a quand même son importance pour Dovizioso. Ça manque qu'il retrouve du rythme. On arrive à Misano, un circuit qu'il apprécie. Bon, pourquoi pas. Et puis ça peut être intéressant pour Fabio Quartararo, parce que ça serait bien qu'on l'épaule un petit peu chez Yamaha, parce que c'est le seul qui s'en sort en ce moment, Fabio Quartararo. Donc je voulais notifier la belle 13e place d'Andrea Dovizioso, c'est le premier point de la saison pour l'équipe Petronas. C'est des points qui sont quand même importants aussi pour Petronas, le Sepang Racing Team, parce que cette année c'est quand même pas la folie en termes de points au classement. C'est vraiment une saison très compliquée pour le team malaisien. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, Alex Espargaro, 5 chutes ce week-end. Il s'en est pas du tout sorti en fait avec la machine, les bosses, on le disait chez Aprilia, c'était catastrophique. Moi je suis pas sûr qu'Aprilia aurait dû forcer pour le faire participer à la course. Il a eu de la chance quand même, c'est sur ces 5 chutes, il ne s'est pas fait mal. Il est plus tombé ce week-end que depuis tout le reste de la saison, quand même. Ça a été un week-end catastrophe. Je pense qu'il n'avait pas la tête à courir. Très clairement, quand on entend son interview de début de week-end, d'avant-week-end, on va dire l'interview du jeudi, où il parle notamment de retraite, où il parle de la sécurité, du danger, de la prise de risque, où il dit, grosso modo, qu'il ne continuera pas pendant 10 ans. Alex Espargaro, derrière, quand tu vois son week-end, ça intrigue, quoi. Ça intrigue. Un pilote qui commence comme ça son week-end en interview en disant j'y pense à la retraite. Grosso modo, je veux pas que mes enfants soient orphelins. Tu te dis, est-ce que c'est encore un pilote qui est capable de prendre des risques ?
On sent que l'accident de Vignales, enfin de la mort du cousin de Maverick Vignales, l'a touché. L'a touché de manière importante. C'était pas facile aussi ce week-end chez Aprilia, avec une seule moto au départ. Bien entendu, je pense que beaucoup de personnes pensaient à Maverick Vignales, qui, il faut savoir, était aux États-Unis. Voilà, il était prêt pour participer au Grand Prix, puis mercredi il s'est dit non, je peux pas, faut que je retourne auprès de ma famille. Et il a partagé ça aussi, Espargaro, ils étaient dans la même chambre. C'est compliqué à gérer, c'est compliqué. Moi je pense qu'Aprilia est quand même un peu poussé pour qu'il participe au Grand Prix. Est-ce que c'était une bonne idée? Je suis pas sûr, moi. Je suis vraiment pas sûr qu'il fallait pousser un pilote comme ça qui n'est pas dedans. On a bien compris dès le vendredi qu'il n'était pas dedans, encore plus ce samedi. Il n'était pas dans son week-end, tout simplement. Alex Espargaro, je pense que voilà, il aurait. Alors je sais qu'en termes de sponsoring c'est difficile parce que vous avez des sponsors qui payent pour tant de grands prix, donc il y a aussi un impact financier. Et je rappelle que Aprilia, c'est le team Gresini qui est un team semi-officiel, que l'année prochaine il va falloir trouver des budgets pour monter un programme techniquement avec Ducati, que les temps sont pas faciles. Je rappelle que c'est aussi une équipe qui a perdu son fondateur. Mais il aurait peut-être fallu prendre un autre pilote, quoi. Je pense que d'autres pilotes, je sais pas si Savadori était disponible ou était présent sur place. Je pense que forcer autant la main à Alex Espargaro, c'était pas une bonne idée pour ce week-end de course. On poursuit avec un autre pilote du côté des flops. C'est Franco Morbidelli. Je commence à être très inquiet, moi, de Franco Morbidelli. Alors déjà, en qualif, c'est pas la folie. Mais c'est surtout qu'en course, là, il finit dernier quand même. Il finit dernier du Grand Prix et assez largué par Petrucci. Et Petrucci, qui n'était déjà pas vraiment dans une grande forme. Et je rappelle que ces mecs-là se font quand même dépasser par Nakagami, qui est tombé. Pas dans le coup tout le week-end, même si en qualif c'est mieux. Sur la grille de départ, je crois qu'il était 14, 13 ou 14. Par contre, il tient pas en course, quoi. Il était 13. Voilà. Il tient pas du tout en course. Comment ça se fait? On sait qu'il y a eu une blessure au genou. Est-ce qu'il a voulu revenir trop tôt? Pourtant, ça me semble pas que c'était le cas, vu que voilà, il a pris quand même vraiment son temps, il me semble, pour revenir. Voilà, ça a duré 5 courses avant ce retour, mais là il est quand même un peu inexistant, quoi. Dernier de ce Grand Prix, est-ce qu'il est revenu trop vite? Est-ce qu'il a du mal avec le fait d'avoir changé d'équipe aussi? C'est vrai que c'est pas forcément évident de se retrouver de nouveau avec Quartararo, d'être dans l'ombre de Quartararo, c'est peut-être pas facile à gérer pour lui. Enfin, la situation est assez surprenante quand même du côté de Franco Morbidelli. Pourquoi il n'a pas de rythme? Je veux bien qu'il y ait la blessure, mais si t'es pas en capacité physique de taper des chronos, je pense qu'il faut peut-être mieux pas venir. Après, c'est vrai que le départ de Vignales a peut-être accéléré les choses. Mais là, c'est compliqué, quoi. L'année est compliquée déjà pour Morbidelli, c'est seulement 17ème du championnat du monde, mais en plus... ouais, il a vraiment pas de rythme, vraiment pas de rythme. Mais c'était déjà un peu le cas. Je sais qu'avant sa chute, il avait enchaîné 4 grands prix, un seul dans les points. Donc voilà, faut aussi remettre aussi un petit peu en perspective. Est-ce que c'est physique ou est-ce qu'il est pas à l'aise avec la machine? Puis je termine avec Jack Miller. Il a raté son samedi. C'est con parce que, il a raté son samedi après-midi. Il était bien samedi. En tête en EL3, en tête en EL4, qualif 10e. 10e. Et puis en course, il finit 7. Alors, il finit devant Johan Mir au final. Mais c'est loin derrière Banaya, c'est derrière Martin, derrière Bastianini et Osti. Il est que 4e, pilote Ducati.
Et puis bon, il voit bien que il n'est pas dans le coup pour le championnat, que Banaya l'a complètement largué, qu'il y a même une stratégie d'équipe pour favoriser Banaya. Ça fait mal quand même. C'était lui normalement le leader de l'équipe officielle Ducati. C'était lui qui devait faire la différence. Et au final, il est nulle part. Et ça, c'est un problème. Pour moi, c'est un gros problème. Va-t-il réussir à revenir? Mais on voit rien qu'avec Alex Rins, hein, quand votre équipier prend le pas en sport mécanique, c'est compliqué après de réussir à réinverser la tendance. Bon, même dans le sport en général, hein, quand un équipier devient meilleur qu'un leader, ou qu'un attaquant se fait devancer par le mec qui est remplaçant, c'est dur de réinverser la situation. C'est très compliqué et j'ai peur que Jack Miller là, soit dans une situation où il est plus leader de l'équipe. J'ai l'impression que ça a du mal à passer entre lui et les ingénieurs dans l'équipe officielle. Que la communication est compliquée. On sait que Miller, c'est quand même un fort caractère. Hein. Et c'est peut-être ça le problème. Et le souci, c'est qu'il n'arrive pas à mettre de l'eau dans son vin. Alors que Banaya, déjà italien, ça aide aussi, je pense, avec la communication. Mais on a l'impression que l'équipe technique le comprend mieux. Et ça, c'est quand même inquiétant pour Jack Miller, je trouve. C'est très inquiétant, même. On va passer, avant de finir cette vidéo, par le classement du championnat du monde pilote. Vous l'avez à l'écran. Fabio Quartararo, donc, qui a 52 points d'avance. Il peut être titré lors de la prochaine course s'il devance Pecco Bagnaia. Et Bagnaia, il faudrait mieux qu'il gagne le Grand Prix du côté d'Émilie-Romagne. Je rappelle qu'il avait remporté la première manche du côté de Misano. Troisième, Joan Mir, qui devrait conserver cette troisième place. Il a maintenant une petite marge d'avance sur Jack Miller et Johan Zarco. On retrouve ensuite Brad Binder qui n'est qu'à 10 points de Johan Zarco, même si la saison de KTM n'a quand même pas été facile. Il fait preuve quand même d'une grande régularité avec un seul abandon. Très régulier dans le top 10 quand même, Brad Binder. On retrouve ensuite Marc Marquez, Alex Espargaro avec donc 104 points, qui a marqué le point ce week-end devant Viñales et Miguel Oliveira. Jorge Martin, toujours meilleur débutant, qui a un peu augmenté l'avance sur Andrea Bastianini. Et le troisième de ce classement, c'est Luca Marini, seulement 20e, qui est toujours un point devant son demi-frère Valentino Rossi. On poursuit du côté du classement constructeur. Ducati toujours en tête, mais qui a perdu un petit peu d'avance face à Yamaha. L'écart n'est plus que de 9 points. Ce titre qui devrait se jouer du côté de Valence. Suzuki, troisième, a augmenté son avance par rapport à KTM. Désormais, l'écart entre les deux constructeurs est de 12 points. Et en sachant que 12 points derrière KTM, Honda remontre ses ailerons derrière la KTM dans ce classement. Et puis on termine avec Aprilia 6e. Troisième course sans marquer de points cette saison pour Aprilia au classement constructeur, au classement par équipe. Ducati en tête avec seulement 2 points d'avance sur Yamaha. On retrouve ensuite Suzuki, puis Pramac qui patine un petit peu quand même depuis Assen. On retrouve ensuite KTM, puis Honda, LCR, et enfin Aprilia et Sponsorama Racing Tech 3 et 10e. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça j'ai déjà dit, à partager la vidéo également si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Nous, donc on reviendra sur la MotoGP, ça sera donc pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, ça sera donc le 24, donc pas avant le 26 ou le 27 octobre, pour une prochaine vidéo MotoGP. D'ici là, abonnez-vous, allez ciao ciao sur la Mec Production.